Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laoumi. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Ceci est un extrait du serment d'Hippocrate. Il est prêté avant de commencer d'exercer et il est considéré comme le principe de la déontologie médicale, l'éthique. C'est pour le respect de cette éthique qu'un collectif Tbebouahi, un mouvement par et pour les étudiants en médecine, a vu le jour au Maroc pour que tout acte médical soit dans le plus grand respect des patients, ne pas nuire, mais force est de constater qu'il est souvent bafoué chez nous, en particulier lorsqu'il s'agit des actes gynécologiques obstétriques, des femmes humiliées, des actes loin de tout respect déontologique. Pas facile de briser le silence. Avec moi sur le plateau, deux membres du collectif. Oumaima Slimani, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Également avec nous, Fatem Zohra Aboutika, bonjour. Bonjour, merci également. Merci à vous d'être venu. Et puis au téléphone, le docteur Mehdi Bensouda, il est résident en gynécologie obstétrique et ancien vice-président de l'association des médecins internes de Casablanca. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ma première question, elle est simple. J'aimerais tout d'abord savoir ce qui a motivé la création de ce collectif. Avant d'attaquer ce qui a motivé la création du collectif, je voudrais définir déjà le collectif. Tbebouahi se veut être le visage d'une nouvelle génération de médecins conscients, d'où le nom Tbebouahi, conscients de l'importance de la prise en charge du patient dans sa globalité, dans son intégrité psychologique, sociale et bien sûr biologique, c'est-à-dire pathologique. Conscient aussi de l'importance d'intégrer le patient dans le processus de soins et veiller à ce que son autonomie soit vraiment respectée. Donc c'est pour ces objectifs-là que Tbebouahi est né. Oui, alors pour arriver aux origines de Tbebouahi, vu que c'est là votre question, c'est un mouvement qui est né sur Twitter, tout simplement. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, voilà. Tout simplement par le témoignage de différents étudiants, des violences, des dépassements à l'éthique auxquels ils ont assisté et qui ont fini par se retrouver donc là sur ces réseaux sociaux et des personnes qui se sont dit écoutez, on a tous été témoins de ces dépassements là, et si justement on en faisait quelque chose, et si justement on essayait de faire prendre conscience aux étudiants et aux médecins de la dangerosité, justement que ce sont justement des dépassements, de sensibiliser, parce que c'est quelque chose qui malheureusement est devenu presque normal à voir dans certains services. Alors, vous avez publié des témoignages, et en ce qui me concerne, c'est ce qui a motivé en fait cette émission, des témoignages. Et notamment cette phrase: je suis étudiant en médecine, je suis de garde dans un service de gynéco-obstétrique, je suis témoin d'une scène qui me marquera à vie. Ce sont des scènes que vous avez vécues toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu et entendu? Alors ce qu'on a vu, c'est exactement le témoignage, c'est la source de notre implication. Donc Fatem et moi et plusieurs membres du collectif ont été témoins de violences gynéco-obstétricales et ce dès leur premier contact avec ce service qui est la gynéco-obstétrique. Donc ces violences, on les a tous retranscrites et... C'est quoi ces violences, Fatem Zohra? Est-ce qu'on peut parler clairement? De quoi on parle? Clairement, ce sont des violences verbales. Donc ce sont des insultes, je vous passerai les détails. Ce sont des insultes, ce sont des violences physiques aussi, donc des coups. Ce sont des coups? Oui, des coups. C'est-à-dire des femmes en train d'accoucher que l'on frappe? Exactement, des femmes en train d'accoucher, donc des personnes vulnérables qui ont peur,
qui sont dans un moment de leur vie qui devrait être un souvenir merveilleux. L'accouchement, c'est pas censé, bon, c'est douloureux, c'est vrai, physiologiquement, mais ça doit être teinté de souvenirs positifs, normalement, à la fin. Et qui se retrouvent justement piégés dans cet accouchement, bloqués de par leur vulnérabilité, à écouter des termes injurieux, à être violentés physiquement, à être oubliés même. On oublie la personne, elle n'est qu'un ventre qui accouche presque. C'est une personne qui est là, qui porte la vie en elle, à laquelle on devrait donner ce respect-là, ne serait-ce que ce respect-là. Non, ce respect n'est pas toujours donné. Et on dépasse son autonomie et on se permet parfois, dans certains services, d'avoir recours à des gestes outranciers, des gestes qui dépassent le consentement. Comme quoi, qui ne par sont pas exemple toujours... par exemple, des épisiotomies qui sont faites de manière systématique. Pas parce qu'il y a une indication, l'épisiotomie elle est nécessaire parfois, oui, c'est un geste qui peut sauver des vies, mais elle a des indications, elle ne doit pas être faite comme ça de manière systématique, et parfois elle est faite de manière systématique. Elle est même faite parfois de manière punitive, et c'est ça qui est terrible. Punitive parfois, oui, même. C'est-à-dire ? Parce que ce sont des femmes qui sont parfois... c'est parfois leur premier accouchement, parfois leur première grossesse. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas vraiment de cours de préparation à l'accouchement, on ne sait pas. Donc, il y a les échographies obligatoires, des choses comme ça, mais je ne sais pas si tous les gynécologues donnent des informations par rapport à l'accouchement. L'accouchement est un fait qui arrive dans quelques mois, vous allez accoucher, la discussion s'arrête là. Mais on ne donne pas d'informations sur comment pousser, comment se passe l'accouchement, comment le faire, parce que la femme a un rôle actif dans l'accouchement, normalement. Comment faire pour accoucher de la meilleure façon possible, comment pousser, comment respirer, comment aider aussi la sage-femme ou le gynécologue à faire accoucher, parce que voilà, il ne faut pas qu'elle soit passive dans son accouchement, il faut qu'elle ait un rôle actif, pour qu'ensuite elle-même puisse prendre les décisions nécessaires, parce que ces décisions, normalement, lui reviennent. Oui, donc je disais, ces gestes-là... Alors, vous avez publié, je sais que ça va être difficile pour vous de prononcer les mots, donc je vais le faire. Vous racontez, jeune médecin qui assiste donc à un accouchement, vous racontez les cris de souffrance d'une future maman, une patiente qui subira très vite cette fameuse épisiotomie, et son obstétricien qui lui dira ces mots, c'est ce que tu voulais, et bien voilà, tu l'as. Un ciseau mal affûté fera l'affaire. Un autre acte qui vous a plus que choqué s'en suivra. Une révision utérine effectuée violemment, sans gants, sans anesthésie. Là, c'est un acte grave. C'est très grave, oui. Ça, c'est des choses que vous avez vues. Oui, malheureusement. C'est des choses que j'ai vues et c'est des choses qui ont été vues par d'autres. Donc, de là, le problème. S'il n'y avait eu que moi ou mes mains, on se dit que ce sont des actes isolés. Oui, là on se dirait, oui, ce sont des... Et là, vous avez recoupé avec d'autres étudiants en médecine, et vous vous êtes rendu compte, en fait, que beaucoup. Avaient vécu des scènes similaires, et de là, vous vous êtes dit, on va créer ce collectif. Je vais donner la parole également à Mehdi Bensouda, qui ne pouvait pas être avec nous sur le plateau, mais qui est au téléphone. Docteur Bensouda, ce que racontent les deux membres du collectif que vous soutenez, m'avez-vous dit, ces scènes, vous les avez vécues également ? Alors tout d'abord, je voudrais remercier mes collègues pour l'initiative qu'ils ont eue, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. Et là, j'ai simplement fait une petite revue de la littérature et j'ai vu qu'il y avait de très rares publications qui dénonçaient déjà à la fin des années 90 ces violences obstétricales au sein de nos hôpitaux au Maroc. Donc c'est pas un phénomène nouveau. C'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose à laquelle on a tous assisté en tant qu'étudiants, en tant qu'externes dans nos hôpitaux. Mais je suis très salutaire par rapport au fait qu'on puisse initier le dialogue autour de ce fléau qui, heureusement, on ne peut pas généraliser. Bien évidemment. Tous les médecins sont violents ou sont maltraitants. Mais il est vrai que parfois on assiste à des scènes similaires.
Et je voudrais aussi dire que la violence en médecine n'est pas une violence propre à la spécialité de la gynécologie obstétrique. C'est une violence qu'on retrouve dans d'autres spécialités, parce que il faudrait déjà, pour les gens qui nous écoutent, pouvoir définir cette violence et cette agressivité. Alors, pour l'instant, si on fait quelques recherches, on ne trouve pas de définition claire autour de ça. Mais il y a certaines catégories de violences qui ont été mises en évidence par l'OMS et qui sont essentiellement le manque de communication autour d'une pathologie, le manque le manque de consentement, c'est-à-dire on ne demande pas le consentement du patient avant d'établir un acte médical. On note aussi l'abus verbal, l'humiliation, la discrimination parfois, et aussi la violence étatique et la violence structurelle, parce que quand on va dans des hôpitaux où il y a un manque de moyens, où il y a un manque humain, manque de sages-femmes, un manque de médecins, un manque d'aides-soignants, de brancardiers, etc. Il faut savoir que l'État est maltraitant envers ces femmes, ne serait-ce que sur le plan des moyens et des infrastructures. Alors, comme on l'a dit, c'est une définition qui est très très vaste et qui regroupe pas mal de choses, et d'où l'importance d'en parler aujourd'hui, parce que ça permettra de faire évoluer pas mal de choses, notamment sur les moyens, que libérer la parole. Et ne serait-ce que libérer la parole. Encore une fois, je précise que ce mouvement est un mouvement réparateur, à but réparateur. On est en train de parler aujourd'hui, d'essayer peut-être de faire un mea culpa, de dire voilà, j'ai peut-être été maltraitant un jour, j'ai eu de mauvaises pratiques, etc. Ça commence par là. On s'ouvre déjà sur ça. Si on réussit déjà à en prendre conscience, eh bien c'est un pas vers l'avenir et vers l'amélioration du secteur de la santé et de la santé de la femme et de l'enfant, parce qu'on sait très bien que le déterminant principal du progrès d'un pays reste focalisé sur la santé de la femme et de l'enfant. Alors, pour revenir aux sévices auxquels on peut assister, qui sont pas du tout justifiables, je le dis, on peut trouver quand même quelques raisons qui expliquent ou qui contribuent à la persistance de ce genre de pratique. Je peux parler, par exemple, du fait que le médecin lui-même, se sentant maltraité et inconsciemment, devient maltraitant. C'est-à-dire que je donne quelques exemples. Si un gynécologue se retrouve en manque de moyens, en manque de bloc opératoire, en manque de sage-femme, en manque de brancardier, et qu'il fait tout le travail de A à Z, à 4 heures du matin, le facteur humain rentre en jeu, et malgré nous, peut-être qu'on va pas être violent verbalement, peut-être qu'on va pas être violent physiquement. Ça, c'est vraiment quand même des phénomènes assez rares, la violence physique, mais ça existe. Eh bien, on n'a pas le temps de donner le soin suffisant à toutes les parturientes qui sont dans nos maternités. On reçoit beaucoup de femmes en travail, etc. Et quand on n'arrive pas à donner assez le temps, eh bien, la qualité du soin logiquement diminue. Donc, il faut faire un travail sur ça. Il faut faire aussi un travail de prévention et d'enseignement de l'éthique médicale, parce que c'est un module, on en parlait la dernière fois avec le collectif, qui n'est pas, qu'on ne voit pas beaucoup dans nos cours de médecine élémentaire à la faculté. C'est quelque chose sur laquelle on pourrait travailler. Aussi peut-être mettre en place des cellules qui seraient spécialisées dans la gestion et dans le contrôle de la qualité du soin au sein de nos hôpitaux, qui soient complètement indépendants, et qu'on puisse dans l'immédiat, si on assiste à des scènes comme ça, avoir des alternatives pour pouvoir peut-être dénoncer, etc. Parce qu'il faut passer aussi par là, certes par la prévention, mais aussi par la dénonciation dans l'immédiat de tout acte
qui ne serait pas éthique au sein de nos hôpitaux. D'ailleurs, Donc, je vais faire une précision parce que vous en avez parlé et je vais insister dessus. Une précision et non des moindres. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour généraliser, pour dire que tous les médecins ne respectent pas les patients, pas du tout. Mais certains, et aussi peu soit-il, il faut en effet dénoncer et voir les moyens pour que ça cesse. Certains parlent tout de même d'actes inhumains. Je voulais vous demander à toutes les deux, restez avec nous, docteur Bensouda, je voulais vous demander si à un moment donné, en voyant ces scènes, les choses atroces auxquelles vous avez assisté, vous vous êtes dit je vais changer de voie. Alors non, pas du tout. Et ça, je parle en mon nom, je pense en ton nom aussi au même. Mais non, pas du tout, jamais. Pourquoi ? Ça m'a conforté encore plus dans ma voix. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question de laisser ce beau métier, ce très très beau métier, ce noble métier, juste aux personnes qui sont capables de ces violences-là. Non, il est hors de question que de laisser ce métier à ces personnes-là. Non, je reste. Vous parlez d'hôpitaux publics ou privés ? Alors moi personnellement, j'ai travaillé dans les deux. J'ai vu les deux. Le constat est le même dans les deux ? Alors, non. Clairement pas forcément. Non. Mais c'est pas un non carrément, pas un non définitif, mais un non nuancé. C'est-à-dire que c'est plus flagrant dans certains hôpitaux publics, des hôpitaux périphériques, alors que la violence va être moins flagrante dans les hôpitaux privés. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence dans les hôpitaux Exactement. privés. Et même la typologie des violences, elle varie selon si on est un hôpital privé ou public. Par exemple, les typologies prépondérantes d'un hôpital public, ça sera surtout les pratiques médicales institutionnalisées, pas de consentement, etc. Ça sera aussi du sexisme qui est commun aux deux structures. Mais par exemple, selon moi, il y a une troisième typologie des violences gynéco-obstétricales qui est l'abus financier de ces patientes. Quand il s'agit par exemple de césarienne, le taux de césarienne et d'épisiotomie au Maroc est très 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 haut. Il est plus de 3 fois la norme conseillée par l'OMS. Et selon moi, cet abus financier est plus bien sûr prépondérant le secteur privé. Et du coup, justement, la typologie, elle varie selon les deux. Je vais donner le numéro de notre standard, puisqu'on m'envoie des messages en interne de femmes qui aimeraient témoigner. On va leur ouvrir. C'est le 05. Le 05, hop, une fois que je vais retourner mon... Le 05 22 67 41 42. 05 22 67 41 42. Aujourd'hui, vous, Fatem Zahra, vous êtes en médecine étudiante en médecine depuis combien d'années ? Je suis en 7e année de médecine. Et vous, Je suis en 5e année de médecine. Et l'une et l'autre, Fatem Zahra disait que à aucun moment l'envie de changer de voie malgré tout ce qu'elle a vu et entendu. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? C'est exactement la même chose. Je pense que je l'ai dit au début. Je pense qu'on est le visage d'une nouvelle génération de médecins qui en fait veulent rompre avec ces abus qui s'inscrivent dans un continuum qui soit sexiste ou paternaliste surtout. On est dans la rupture avec tout ça. On est peut-être, j'espère, le visage de l'espoir. On pense la médecine différemment. On intègre des dimensions psychosociales et humanistes dans tout ça. Parce que médecine sans éthique, c'est abîme de la société. On le voit actuellement avec ces discussions avec cette diabolisation des médecins, ces discussions sur l'erreur médicale, les violences gynéco-obstétricales. Chez nous, elles suscitent la remise en question. Peut-être que chez les autres, elles suscitent un protectionnisme confraternel, mais elles agissent complètement différemment sur nous. Donc non, on prend ces violences et on en fait... Alors, est-ce que vous en avez parlé à vos profs ? Alors, j'imagine, je fais juste une petite parenthèse, j'imagine qu'une femme non mariée, non accompagnée, qui vient pour accoucher, quelquefois, si elle tombe sur ce genre de médecin que vous nous décrivez, la situation doit être encore pire. Fatem Zahra. Vous imaginez bien. Oui, malheureusement, parfois on peut assister à des choses comme ça. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a une autre dimension, qui est une dimension légale, qui s'ajoute un peu à ces choses-là. Donc oui, le médecin a l'obligation justement de faire appel à la justice devant ce genre de situation
Et oui, cela. Qu'est-ce que vous répondent j'imagine que c'est quelque chose que vous avez partagé avec vos professeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont tous dans le soutien, dans la congratulation, etc. Et ils ont été, quand ils avaient notre âge, quand ils étaient externes, ils étaient dans la mobilisation individuelle. J'en ai parlé à 2 profs qui ont fait des rapports contre des résidents, des profs qui étaient dans le dépassement, mais justement, c'était individuel. Et ça n'a pas mené à un réel changement. Et justement, c'est pour ça qu'au sein de Tebouaï, on a décidé de créer un collectif pour mobiliser nos voix. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner, qui est au téléphone. On va le prendre tout de suite. C'est Abdelaziz. On a Abdelaziz au téléphone ? On n'a pas Abdelaziz ? Oui. Oui, si, il est là. Bonjour. Bonjour, madame. Vous vouliez témoigner ? Oui, enfin, témoigner parce que le sujet que vous avez aujourd'hui est très intéressant, un sujet très sensible, qui m'a interpellé personnellement. Et auparavant, je voudrais d'abord vous remercier de me permettre quand même de passer sur vos ordres sur un tel sujet. Et je dirais qu'il y a violence gynécologique et obstétricale. Violence est le terme qui m'a interpellé. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit des épisiotomies, des césariennes, de quoi s'agit-il au juste ou autre? Est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, on a essayé, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas une définition simple des violences obstétricales. C'est vrai qu'en français, par exemple, le mot est un peu brutal, mais c'est le mot qu'on a pu lui donner dans la langue française. On parle de violence obstétricale, mais si on veut, c'est plutôt de la maltraitance. On est maltraitant quand on donne un soin qui n'est pas quand on donne à un patient un soin et qui n'est pas justifié médicalement. Bien sûr. Alors, je vais apporter une précision sur Abdelaziz Wardiri. Vous êtes lauréat de l'école de cadre du ministère de la Santé. Vous êtes justement enseignant aujourd'hui. C'est intéressant de vous avoir en réaction par rapport à ce qui est dit. Vous comprenez, vous, justement, l'initiative de ce collectif ? Vous êtes dans le milieu médical depuis de nombreuses années. Justement, c'est bien d'avoir votre réaction. Est-ce que ce collectif a déjà entrepris une étude dans ce sens, des recherches? Est-il accrédité par l'université? Il y a beaucoup de choses, madame. Parce que le sujet, il a parlé de violence. Lui-même, le monsieur, il est en train de dire que la violence, c'est un soin qui n'est pas justifié médicalement. Mais au-delà de tout cela, moi, je comprends que peut-être il fait référence surtout à une surcharge de travail et qui ne permet pas de mener à bien, je dirais, les prestations de santé. Alors, ce qu'ils disent, pour revenir au début de l'émission, je ne sais pas si vous étiez avec nous, encore une fois. Voilà. Alors, on a bien expliqué qu'on n'était pas là pour tout généraliser, qu'on ne parle pas de l'ensemble des médecins. Nous parlons d'étudiants en médecine qui ont assisté à des scènes de violence réelle, des femmes frappées, insultées au moment de l'accouchement. Nous avons recoupé ces informations avant de faire cette émission. Nous avons appelé des gynécologues obstétriciens qui nous ont confirmé que durant leur formation, eux aussi avaient pu vivre des scènes similaires. Encore une fois, nous ne généralisons pas tout. Mais n'empêche que ces jeunes étudiants ont créé ce collectif pour justement peut-être appeler et trouver des solutions. Comment on peut y remédier? Une école, il parle d'une école de l'éthique. Peut-être des formations continues. Est-ce qu'il y a des évaluations? Dites-nous, Abdelaziz, est-ce qu'il y a des évaluations au sein de nos hôpitaux publics? Est-ce qu'il y a des formations continues? Alors, et combien nous avons d'ailleurs de sages-femmes, puisqu'on parle de capital humain et des ressources humaines? Combien on a de sages-femmes aujourd'hui à l'échelle nationale? A-t-on suffisamment de sages-femmes?
Voilà, Madame Aouni, tout ce que je peux vous dire dans ce sens, c'est étant donné que quand même j'ai 40 années d'ancienneté dans les hôpitaux publics. Dans les hôpitaux publics, j'ai pas travaillé ailleurs. Et donc j'ai un regard qui me permet aujourd'hui de dire que nous avons à peu près au Maroc entre 600 ou 700 gynécologues. C'est le chiffre le plus récent. À peu près 650 ou 700 gynécologues pour tout l'ensemble du Maroc. Et nous avons à peu près 4371 à peu près sages-femmes qui sont formées par le secteur, par l'État. Si on prend le ratio, je dis bien le ratio, pour essayer de comprendre ce qui se passe, eh bien, on dira tout simplement que les sages-femmes participent au sein des services de gynéco-obstétrique, bien sûr aux accouchements. Seulement, elles sont à peu près 4 pour 1000 naissances. Alors que l'OMS, par exemple, elle prévoit 6. Donc déjà, ici, nous avons un problème. Quant au management... il est énorme, là, le problème. Vous nous parlez de 4 sages-femmes pour 1000 naissances? Oui, absolument. C'est un problème. C'est la même chose pour les gynécologues. Ils sont à peu près 650 pour l'ensemble du Maroc, 650 ou 700. C'est vous dire qu'il y a le problème des ressources humaines. Il est posé parce qu'il y a une surcharge de travail. Et quand il y a une surcharge, arrivé à un certain moment, on peut faire du n'importe quoi. Justement, c'est n'importe quoi, ça s'appelle une violence gynéco-obstétricale. Voilà. Et nous comprenons que ces violences-là, leur définition est un peu sournoise, indéfinissable. C'est pour ça qu'on a fait justement au sein de Boyer un travail de définition. Et nous avons décrit 2 typologies de violences gynéco-obstétricales, c'est assez compréhensible. La première, c'est les violences gynéco-obstétricales qui s'inscrivent, institutionnelles. Ça peut être le non-respect du consentement, ça peut être faire entrer 15 externes. Exactement, le manque de moyens, ça peut être faire entrer 15 externes dans une salle d'accouchement sans leur demander de se présenter. Ça peut être tout plein de choses. Il y a une autre typologie de violence gynéco-obstétricale qui s'appelle le sexisme lié au genre. On a des témoignages, on a recensé des témoignages au sein de Tbebouaï qui parlent de presque abus sexuels, qui parlent d'harcèlement, qui parlent d'injures sexistes, d'humiliation, de culpabilisation quant au risque court cet enfant s'il ne pousse pas assez, culpabilisation d'accoucher sans son âme à côté. Ça peut être des propos qui portent des jugements sur la sexualité de cette femme, sur son poids, sur sa tenue, sur sa volonté ou pas d'avoir un enfant. Ce sont des typologies qui sont décrites. Oui. Et il y a aussi une sorte d'infantilisation de la femme qu'il ne faut pas oublier, qu'on considère donc comme non apte à faire des décisions pour elle-même. Et ça revient dans le paternalisme médical. Qu'on veut dépasser. Voilà. Et je vous invite, Monsieur Abdelaziz, à visiter notre page Instagram où nous avons justement fait ce travail de définition des violences gynéco-obstétricales. Et j'espère que ça répondra à vos questions. Alors, il a salué votre... je ne sais pas si Abdelaziz a coupé quelques secondes. Vous êtes toujours avec nous ? Oui, absolument. Ouais. Alors, Abdelaziz, en fait, au contraire, salue votre initiative. Il l'a dit en début d'intervention. Mais vous, en 40 ans, vous n'avez jamais vu ça ? C'est-à-dire que rien n'est parfait, madame. D'accord. Il faut être honnête, sincère. Abdelaziz, l'avez-vous déjà vu ou pas ? Quand j'entends abus sexuel... Non, on n'a pas parlé d'abus sexuel, attention. Moi, je ne l'ai pas entendu sur ce plateau. La dame tout à l'heure qui parlait au téléphone, je ne sais pas. On parle en fait de violence verbale, de femmes que l'on frappe sur les cuisses. On parle d'humiliation. On parle de gestes abdominales, de gestes. On parle de gestes brutaux, vulvaires et mamelonnaires, qui pour moi est un abus sexuel. Pardon ? On parle aussi de pincements vulvaires et mamelonnaires auxquels on a assisté. Et c'est un abus sexuel. Pourquoi ? C'est un abus sexuel. Abdelaziz ? Oui. Vu ou pas vu ? Moi, je crois honnêtement... Mais répondez-moi à ma question, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà vu, déjà entendu ou jamais ? Il m'est arrivé de voir, par exemple...
qu'on appuyait un petit peu sur l'utérus. Voilà. Mais On appuyait un petit peu plus des pour aider la femme. propos humiliants, jamais. Ben, écoutez, je ne peux pas. Non, mais si, comme vous si m'avez ça dit n'est au jamais début, arrivé. Non, mais si ça n'est on jamais ne peut arrivé, ça n'est pas jamais arrivé. généraliser. Tout à fait. Hein. Monsieur, appuyer sur l'utérus d'une femme, ça s'appelle l'expression abdominale, elle est contre-indiquée. Elle est Elle n'est pas juste contre-indiquée. contre-indiquée, elle est prohibée. C'est interdit. Là, C'est considéré comme une violence. Madame Aouni m'a dit, est-ce que j'ai déjà vu? Je lui ai dit ce que j'ai vu. Oui, Tout oui. à fait. Je lui ai dit ce que j'ai vu maintenant. Il ne dit pas qu'il adhère. Il dit que, justement, ça, il l'a vu. Abdelaziz, est-ce que nous avons, chez nous, au Maroc, des comités d'éthique? Alors, pour la question du comité de l'éthique, et puisque ce sont des étudiants en médecine, moi, je pourrais dire qu'au niveau des terrains de stage, au niveau des terrains pour faire les pratiques, il est essentiel aujourd'hui que chacun assume pleinement ses responsabilités dans les staffs, au moment des staffs et au moment de l'encadrement. Si aujourd'hui il y a des professeurs ou des enseignants ou des maîtres assistants qui assistent et qui encadrent ces étudiants en médecine, je pense que on pourrait à la limite dépasser ce qui se dit aujourd'hui. C'est-à-dire que on va faire l'apprentissage le meilleur, c'est-à-dire les gestes qu'il faut, et non pas laisser les étudiants en médecine, bien sûr, livrés à eux-mêmes, peut-être surtout la nuit, et là, il se passe des choses. Voilà. Exactement, Oui, monsieur. C'est pour ça que sur notre manifeste, on a très clairement dit que, au-delà de la dénonciation, qui est, je le rappelle, pas belliqueuse, pas gratuite, mais notre discours n'est quand même pas peureux ou poreux. Donc, au-delà de cette dénonciation, on se veut être une force de proposition, une force de proposition active, actuelle et pédagogique. C'est pour ça que nous proposons que l'éthique soit systématiquement enseignée dans toutes nos facultés. Et on a une feuille de route que l'on a dressée, qu'on pourra vous exposer tout à l'heure. Voilà, j'aimerais vous poser une seule question, s'il vous plaît, mademoiselle. Est-ce que vous êtes accrédité par l'université? Pour accrédité par l'université, pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont connus par la faculté de médecine, qui, naturellement, et parce que quand on dit force de proposition à qui? Pour le moment, ils ont créé ce collectif. Il est encore tout jeune, hein, ce collectif qui réunit de jeunes médecins. Est-ce que vous l'avez, alors la question peut-être de Abdelaziz, est-ce que ce manifeste, par exemple, vous l'avez exposé au sein de votre université? Oui. Alors on a exposé notre édito, notre manifeste, nos propositions à différents professeurs de plusieurs facultés, que ce soit à Casablanca ou à Rabat, et on a toujours eu des encouragements. Et d'ailleurs, pour cela, on les remercie beaucoup. Et on espère, c'est vrai, vous l'avez rappelé, notre mouvement est très très jeune, il date de 3 mois. Donc on espère plus tard, pourquoi pas, travailler main dans la main avec pas une seule université, mais plusieurs, mais peut-être et à travers avec le toutes Maroc, les universités. et généraliser justement la formation, dans la formation médicale, l'éthique médicale, et pas juste de manière passive, mais plutôt même avec des ateliers, pratiques, etc. J'ai été un petit peu fouinée pour préparer cette émission, savoir si ce genre de collectif existait ailleurs. Et oui, ils existent en fait dans de nombreux pays qui dénoncent eux aussi les violences obstétricales et gynécologiques, notamment des collectifs de femmes. Je vais citer un exemple, un pays, celui de la France, en 2015, qui avait fait beaucoup de bruit. C'est un collectif de femmes victimes, elles, de violences, qui s'est rapproché d'un collectif en fait de jeunes médecins qui dénonçaient ces violences. Ce sont des collectifs pour échanger, s'informer, se soutenir pour dire stop à l'impunité des violences obstétricales, parce que, chose que nous n'avons pas beaucoup évoquée, c'est des femmes qui souffrent de séquelles psychologiques et physiques pendant de très nombreuses années, et qui ont peur même de retourner par la suite à l'hôpital. Je vais donner la parole au docteur Bensouda. Vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là. Alors, encore une fois, juste pour préciser, et bien sûr, sans langue de bois, c'est impossible de se dire ou de dire que que l'hôpital public va bien, etc., et que y a pas de souci, on est tous Il y a bien d'accord, d'énormes et c'est efforts évident. qui ont été On a faits au cours d'énormes de ces efforts à faire au dernières niveau de années, l'hôpital public, notamment la et mortalité infantile, bien oui, évidemment. mais en fait, c'est même pas quelque chose d'extraordinaire de le dire. Tout le peuple marocain, on est conscient, et quand à chaque nouveau gouvernement, tout ce qu'on espère, c'est que le système, que le secteur de l'éducation et le secteur de la santé aille mieux et progresse. Alors c'est des revendications qui sont classiques et qui sont ancrées dans les mentalités marocaines. On sait très bien que l'hôpital ne va pas bien et que l'école ne va pas bien. Donc on peut même pas poser cette question. Par contre, l'objectif, et je le dis encore une fois de ce collectif, c'est d'aujourd'hui déjà commencer par reconnaître l'existence et l'ampleur de ce phénomène. Vous avez Il parfaitement faut qu'on raison. en parle. Et c'est pour ça qu'on est là. On a du mal encore, et on le ressent dans les messages. C'est encore extrêmement tabou chez nous de parler de ces violences. Oui, bien sûr. Mais moi, si on peut juste en dire un mot à la radio et qu'on puisse un peu titiller les consciences des gens, pousser à la réflexion, etc., je pense qu'on a déjà gagné beaucoup. Mais qu'on se dise, excusez-moi monsieur, qu'on se dise, voilà, non, j'ai vu, j'ai pas vu, etc. Non, c'est des choses qui sont réelles et qu'on voit et qu'on vit. Il faut juste les reconnaître et commencer à les traiter par de la prévention, chose que font un certain nombre de professeurs qui travaillent aussi sur l'éthique et qui travaillent sur la simulation, etc. Mais aussi faire un travail de contrôle, essayer de voir là où ça va pas, essayer de contrôler nos maternités dans les hôpitaux périphériques, savoir comment ça se passe, etc. pour pouvoir faire avancer les choses. Mais au moins qu'on puisse en parler, et j'espère que notre nouvelle ministre de la Santé sera sensible à ce sujet, et peut-être qu'elle en fera une priorité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste vraiment le déterminant de la bonne santé d'un pays, la santé maternelle et la santé de l'enfant. Ensuite, après avoir reconnu ce constat, eh bien on va commencer par prévenir ces actes. En mettant plus d'importance, parce que ça existe déjà, mais en mettant un peu plus d'importance sur l'enseignement de l'éthique au sein de nos facultés. Et cela, c'est valable pas seulement pour les médecins, pour les sages-femmes, pour les infirmiers, pour les aides-soignants, il faut que tous ceux qui participent aux soins au sein de nos hôpitaux soient sensibilisés par rapport à ça, parce que c'est un travail, encore une fois, d'équipe. Le soin, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que le médecin qui en est responsable, mais c'est vraiment toute une équipe derrière. Vous avez raison de relever le fait de l'éducation et de la santé. Ce sont deux secteurs qui apparaissent et sur de nombreux paragraphes sur ce nouveau modèle de développement qui est une feuille de route. Nous avons beaucoup d'efforts à faire pour le secteur de la santé. Vous parliez, docteur Bensouda, de la nouvelle ministre de la Santé. Si vous aviez, Fatem Zohra, un message à transmettre à notre nouvelle ministre de la Santé, je crois que vous avez préparé un message. Ce serait lequel ? Oui. Alors, si j'avais eu Madame la ministre de la Santé devant moi, voilà ce que je lui dirais. Madame la ministre, je voudrais faire remonter en vous un souvenir. Vous qui êtes d'abord médecin, et vous qui, avant d'être médecin, avez été comme nous, une étudiante en médecine, une jeune externe qui a eu, comme nous, j'en suis sûre, l'expérience malheureuse d'assister à des manquements à l'éthique et pourquoi pas, disons-le franchement, à des violences. Rappelez-vous, madame, de la première fois que vous en avez été témoin, ce choc, cette indignation, ce dégoût. Ce souvenir, madame la ministre, tout médecin marocain l'a encore enfoui au plus profond de son hippocampe. C'est pourquoi nous pensons, au sein du collectif Tbebouaï, qu'il serait intéressant et même judicieux de donner plus de place à l'enseignement de l'éthique médicale dans la formation des différents professionnels de santé. Des cours, mais aussi des ateliers de simulation pratique qui permettraient, au travers d'une mise en situation,
d'appliquer les principes éthiques appris et qui s'inscrirait dans une démarche de formation continue des soignants. Voilà, c'est là toute l'ambition de notre collectif. Créer dans notre pays une médecine plus éthique. En espérant que notre message vous parvienne, Madame la Ministre. Moi, Merci je voudrais beaucoup, aussi je crois dire que- que, on le sait, il y a urgence sanitaire, il y a volonté populaire et royale, il y a orientation politique de réformer le secteur de la santé. Mais avant de penser réforme, il faut penser à définir ce que c'est que la santé. Quelle santé voulons-nous pour les Marocains? Qu'est-ce qu'on veut soigner au Maroc? Est-ce qu'on veut soigner l'homme malade ou est-ce qu'on veut soigner l'homme dans sa maladie? Et si on choisit cette première définition, penser une réforme sans une réelle préoccupation éthique, digne et critique, nous ferait beaucoup perdre en efficience et on ne peut pas se le permettre. On a la conscience des Marocains, on a la conscience de ces femmes sur le dos. Et voilà. J'imagine que c'était pas facile pour vous aussi de parler aujourd'hui. Vous êtes tout de même extrêmement courageuse avec toutes les barrières que ça suscite, le tabou autour de cette question, et on l'a vu. En tout cas, c'est un début à travers justement ce que vous souhaiteriez, que la parole se libère et surtout devenir avec peut-être l'ensemble des étudiants en médecine, devenir une force de proposition pour que les choses changent. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Ben, j'ai plus qu'à vous remercier d'être venu. Merci à vous. Hein. Bien évidemment, cette émission, vous pourrez la retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux dès tout à l'heure, d'ici une petite heure, voilà, comme ça. Merci encore d'être venu. Merci, Dr Bensouda. Merci à vous. Est-ce que vous aviez un mot à rajouter? Oui, encore une fois, beaucoup d'espoir dans l'avenir, avec notre nouvelle ministre de la Santé qui est médecin, et ça c'est quand même, il y a beaucoup d'espoir dans ça parce que elle saura de quoi on parle exactement. Elle est déjà passée par tout ce qu'on a vu et vécu. Mais un conseil peut-être, écouter, être à l'écoute des jeunes médecins, des résidents, des internes, des étudiants, parce que on est en première ligne au niveau de nos hôpitaux publics. On est les plus nombreux et on est certainement, on fait partie de la population qui palpe le plus la misère et le désespoir qu'on retrouve dans le secteur de la santé. Et je pense qu'on serait de très bons miroirs de la réalité de nos hôpitaux. Abdelaziz Ouardili, oui, alors, moi je ne peux... Oui, bien sûr. Moi je ne peux qu'adhérer à tout ce qui a été dit. Je pense que c'est... Mais cependant, on ne pourra changer tout ça que grâce justement à ces étudiants, à ces futurs médecins, pour peu qu'ils soient bien encadrés, que leur formation soit de qualité, qu'on puisse leur inculquer les bonnes bases de l'humanisme. Et tout ça va se faire grâce justement à ces enseignants, à ces professeurs qui aujourd'hui veillent à la formation de ces futurs médecins. Et c'est là tout l'enjeu de la formation et des futurs médecins. Et il faut que l'on puisse être conscient qu'on ne pourra avoir de bons médecins que si aujourd'hui il y a une bonne formation et un encadrement constant de ces jeunes futurs médecins. Ne jamais nuire, ne pas nuire. On avait commencé cette émission avec le serment d'Hippocrate, avec lequel on finit, quoi. Ne jamais nuire, protéger le patient. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Tout à l'heure, elle sera sur YouTube, Instagram, Facebook et je ne sais ce que j'oublie, et Twitter. Voilà. Merci à vous d'avoir eu le courage de parler. Merci également au docteur Bensouda et à notre intervenant qui, lui, bon voilà, nous a expliqué de nombreuses années au sein des hôpitaux et qui est aujourd'hui enseignant, et non seulement qui salue votre initiative et le besoin aujourd'hui voilà, d'aller de l'avant, de voir ce que l'on peut faire, apporter des solutions pour y remédier. Merci encore. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un nouveau Faites entrer l'invité lundi prochain. Merci encore.